maybe we can start now. If we can start letting everyone in. All right, we're going to get started as it's a few minutes past the hour. Good morning. Good morning, everyone. Bonjour tout le monde, nous allons commencer. Bienvenue à la 6e session sur la thérapie d'oxygène et les soins critiques, la série basée sur les cas d'études. On va parler maintenant des considérations pour les soins intensifs. Nous avons des panélistes formidables, Dr. Anna Maria Crawford de Stanford University, Dr. Nicolas Suarez du Centre médical Cowdrey américain-britannique du Mexico City, Dr. Théogène Twagirumugabe de l'Université Rwanda de Butare, Dr. Gaston, Dr. Tony Im de Myanmar, Dr. Erin Hennessy de Stanford University, Dr. Javier Lorenzo de Stanford University et Dr. Fred Mim de Stanford University. Merci à tous d'être parmi nous aujourd'hui. Nous sommes vraiment très heureux d'être parmi vous. Donc, quelques points d'étiquette et d'ordre du jour. Comme on a mentionné auparavant, notre programmation est basée sur un fondement d'amour et de respect. Répondez gentiment plutôt que de réagir. Si vous êtes en désaccord avec quelque chose, c'est la responsabilité de tout le monde de garder cet espace comme un espace sans danger. Nous allons utiliser la fonction chat pour les questions-réponses. On va avoir des sondages interactifs. Participez si vous le pouvez. Allumez votre caméra, positionnez votre webcam, votre caméra de manière à ce qu'on puisse voir votre visage, ou bien le groupe entier si vous êtes en groupe. Si vous avez des problèmes de dépannage, envoyez un message à Echo IT. On va vous aider. Cette session est enregistrée et votre participation vaut consentement. Merci. Cela dit, nous allons commencer et je vais passer à... Désolée, je devrais mentionner que pour l'interprétation, merci. Donc, pour utiliser les services d'interprétation, nous avons le français et l'espagnol pour la session. Donc, regardez en bas à droite, il y a un bouton d'interprétation et vous pouvez choisir de désactiver la partie en anglais ou entendre les deux. Et si vous cliquez sur le bouton interprétation, vous pouvez choisir, comme vous pouvez voir, soit le français, soit l'espagnol. Vous cliquez sur l'icône du globe. Bien, donc nous allons donner la parole à mon collègue, Dr. Crawford. Bonjour tout le monde, dit le Dr. Crawford. Bienvenue. Je voulais partager mon écran afin que vous puissiez voir les ressources, le centre des ressources d'apprentissage que nous allons utiliser pour souligner le contenu que nous allons couvrir aujourd'hui. Donc, comme cela est mentionné, je suis anesthésiste et je pratique dans plusieurs hôpitaux dans les soins, pour les soins aigus à travers la région de San Francisco. Donc, j'aimerais remercier nos partenaires, Assist International et le projet ECHO. Nous sommes très reconnaissants pour le travail fait et aussi pour éduquer les gens à travers le monde. Donc, j'aimerais rappeler aux participants que la discussion et le contenu sur le centre de ressources d'apprentissage, c'est pour échanger des connaissances et l'expérience des praticiens. Ces discussions ne servent pas à répliquer le jugement clinique et la prise de décision indépendante de fournisseurs de soins de santé. Le centre fait tout ce qu'il peut pour fournir des informations à jour. Cependant, les informations changent rapidement. Les auteurs et les créateurs ne sont pas responsables pour les informations non à jour et vous adaptez les informations pour adapter ces informations à leurs établissements. Donc, par rapport au conflit d'intérêts et le centre de ressources d'apprentissage pour les soins critiques et l'anesthésie globale, c'est pour amener des ressources aux ceux qui apprennent, peu importe leur contexte. On va
l'éducation ait accès ou libre pour qu'il n'y ait pas de publicité. Donc, on montre de la compassion. C'est une organisation qui ne cherche pas à faire de profit et nous ne recevons pas de compensation autre que les partenariats que vous voyez listés. Donc, nous allons commencer avec le cas d'étude. Vous pouvez voir dans le centre de ressources d'apprentissage, il y a différents cours et aujourd'hui, on va travailler sur la série Oxygène. Vous pouvez voir, au sein de cette série, nous travaillons sur les discussions basées sur les cas d'études et la série. Et nous serons maintenant à la partie 6. Nous allons faire la partie 6 aujourd'hui. Donc, je vais minimiser le panel sur les côtés, le latéral, pour qu'on puisse voir les cas d'études. On va parler de Monsieur T. C'est un homme de 46 ans et il a l'hypoxémie et une détresse respiratoire. On va se concentrer sur les considérations de soins intensifs de base pendant le cas d'étude. Vous allez voir des objectifs de changement de pratique et comme ça, vous pourrez apprendre le matériau, mais également prendre des actions pour modifier vos pratiques et améliorer les soins pour les patients. Donc, les objectifs de changement de pratique, c'est identifier les standards minimums d'une unité de soins intensifs, identifier les fournisseurs de soins de santé clés dans une unité de soins intensifs, discuter les types de moniteurs nécessaires dans un ICU, lister l'équipement spécialisé dans un ICU et lister les indications les plus communes pour l'admission dans l'ICU et comprendre et empêcher, prévenir les complications les plus communes qui se produisent chez les patients ICU et revoir le développement et la mise en place de paquet de soins ICU pour votre ICU. Donc, monsieur 46 ans, monsieur T a 46 ans, il a une histoire, il a de l'obésité, diabète mellitus de type 2. Il présente au département d'urgence après 3 jours avec un souffle court, il tousse, il a la fièvre. Il semble bien dans l'examen. Il a sa respiration n'est pas laborieuse. Il parle en phrase complète, la colosectomie laparoscopique en 2012, il ne boit pas, il ne prend pas de drogue, il ne fume pas, il vit avec plusieurs membres de la famille, il travaille dans un bureau comme un ingénieur de l'eau. Et sa fréquence cardiaque est de 98, sa tension artérielle est de 127 sur 63, sa fréquence respiratoire de 30, température 36,5, oxymétrie 87%. Il est placé sur un masque réinspiration à 10 litres par minute et son SPO2 s'améliore à 92%. Le médecin de la salle d'urgence place un appel au médecin ICU qui est de garde. Donc, qu'est-ce qu'un ICU? Vous pouvez, quand vous pensez à un ICU, comment définir un ICU? Donc, une unité de soins intensifs, ICU en anglais. Comment est-ce que vous le définissez? Donc, partagez vos questions dans le chat. ICU, c'est bien unité de soins intensifs. Donc, quelqu'un dit c'est unité dans l'hôpital qui fournit surveillance constante. Donc, la surveillance est un élément important de l'ICU. Quoi d'autre? Maladie, les malades qui sont gravement malades ou la surveillance de l'oxygène et des signes vitaux qui peut faire l'intubation. Les personnes malades, ils ont besoin d'observation constante. Faire beaucoup de choses, éviter certaines blessures
hygiénique. Donc, il y a beaucoup d'éléments dans l'ICU. On a pris 3 définitions et avec 3 sociétés de ICU, on a mis dans un nuage de mots ici. Différents mots sont venus. Et, outre ICU et patient, vous pouvez voir que le soutien, menace à la vie et le surveillance sont des événements, sont clés dans la définition des soins intensifs. Donc, je vais donner la parole pour la discussion à mon collègue, Dr Nicolas Suarez. Bonjour à tous. Donc, nous allons parler le premier point d'action de changement de pratique pour identifier les standards minimums d'un ICU. Donc, est-ce qu'on peut passer au prochain? Oui, donc on peut voir ici, on a une petite définition. ICU, c'est un système organisé pour la fourniture de soins à des patients gravement malades qui fournit des soins infirmiers et médicaux spécialisés intensifs, une capacité améliorée pour surveiller et plusieurs soutiens d'organes physiologiques et plusieurs modalités pour soutenir la vie pendant une période où la vie est menacée et en cas de déficience de système des organes. Donc, cela on débouche à la prochaine question qui sera. C'est un sondage que nous allons lancer pour que les participants peuvent répondre. Vous pouvez y répondre pour le sondage. Donc, les intervenants, s'il vous plaît, ne répondez pas. Nous allons répondre au sondage. Quels sont les éléments clés standards d'une ICU, d'une unité de soins intensifs? Donc, surveillance continue, fournisseurs de soins santé qui sont spécialement entraînés et système de livraison de soins qui sont cruciaux dans cette période et équipements de soins pour le patient qui sont spécialisés et diagnostic et thérapeutique avec accès rapide au diagnostic et aux soins thérapeutiques. Donc, on va attendre que le délai soit écoulé. Donc, il reste 1 minute. Oui, nous avons donc tous les résultats. Oui, je pense qu'on peut conclure, terminer le sondage. Donc, all of the above. Donc, la réponse est tout ce qui précède. Donc, c'est la meilleure solution. On a tous ces éléments pour qu'une ICU puisse être fonctionnelle. Il faut une réponse rapide avec toutes les ressources humaines et pour s'occuper de patients dans une situation spécifique. Donc, nous allons détailler davantage pour voir ce que c'est une ICU. Le docteur Javier, Erin et Vanessa vont discuter des standards minimums de ICU qui sont soulignés dans le WFICCM et donc pour les différentes associations de ICU. Nous avons plusieurs sociétés, comme l'a dit le docteur Suarez, des associations de ICU. La définition a été donnée par un organisme standard, mais le Collège de l'Australie et de Nouvelle-Zélande et la Société européenne de la médecine des soins intensifs, Dr Javier va nous parler d'une définition en particulier
tel que cela a été souligné par la Fédération mondiale. Je m'appelle Javier Lorenzo, je suis anesthésiologiste en Californie. L'Association mondiale des soins intensifs a une définition unifiée des ICU en différents degrés. Ça s'aligne avec ce qu'on vient de mentionner sur le besoin de surveiller les patients sans cesse pour les gens qui sont gravement malades ou gravement blessés. Et ça parle de l'espace physique. Il donne des recommandations pour concevoir l'espace physique et les exigences pour l'espace. Ça décrit le besoin d'avoir un personnel certifié, accrédité dans les soins des patients gravement malades, les soins, les infirmiers, les thérapeutes qui sont formés pour les patients gravement malades. Et cela recommande également diviser les ICU en 3 niveaux. Le niveau 3 étant le type d'ICU le plus sophistiqué qui peut fournir des soins spécialisés. Et le numéro 1, c'est un ICU qui a encore la possibilité mais de le faire, mais qui n'a pas beaucoup d'avoir de spécialités disponibles et de spécialisation. Donc, la définition est fournie par l'OMS qui tient compte de la définition des organisations à travers le monde. Et comme je dis, cela définit les ICU comme un endroit où il y a une surveillance constante disponible d'un appareil qui peut soutenir les organes, un personnel qui peut fournir ce type de soins et cela sous-divise les ICU en 3 niveaux, le numéro 3 étant le plus sophistiqué. Est-ce qu'il y a des questions sur cette définition? C'est très bien, Dr. Lorenzo, merci. Donc, je pense que la définition soulignée par l'OMS est similaire aux celles des 2 autres sociétés. Donc, peut-être on peut entendre parler de la définition de ce qu'on appelle SICAM en Asie australe. Et le Dr. Hennessy a quelques informations sur comment cette organisation souligne les standards minimums pour les ICU, les unités de soins intensifs. Bonjour, merci. Je pense que le Collège de médecine intensive organise les ICU de la même manière que mentionné par le Dr. Lorenzo en 3 niveaux différents d'ICU. L'une des choses qui est le plus spécifique sur les différents niveaux, un numéro 3, un ICU de niveau 3 devra s'occuper de patients compliqués pendant une période indéfinie. Et niveau 1, les patients devraient avoir des soins pour les ressusciter, des soins, et ensuite être transférés au niveau 2 ou 3. Une des choses les plus importantes pour ce niveau de soins, c'est le niveau en dotation de personnel. Cela détaille le type de personnel qui devrait être disponible dans les différents ICU, surtout les soins infirmiers et la direction médicale. Chaque groupe de patients devrait avoir 8 à 15 patients avec un taux de infirmiers de 1 à 1 pour les patients. Donc, 1 à 1 pour infirmières et 1 à 4 pour la réanimation. Donc, cela dépend également il recommande qu'il y ait un personnel qui soit spécialisé dans d'autres thérapies spécialisées telles que la thérapie de respiration, les aides sociaux, les radiologistes, les nutritionnistes. Il devrait y avoir une éducation continue du personnel affecté à ces postes. Tout le monde dans l'unité devrait, sous la direction d'un spécialiste de médecine intensive, y compris les infirmières et le directeur médical. Et il détaille également la structure de l'ICU. Il souligne qu'il devrait y avoir de l'équipement pour l'imagerie,
un domaine administratif, un endroit pour les patients, capacité pour l'isolement, des salles d'isolement pour le contrôle des infections, donc un lieu de travail sans danger. Désolé, docteur Hennessy. J'allais mentionner qu'il souligne également l'équipement qui devrait être disponible. Et on voit, si on va plus bas sur le site, c'est l'équipement pour les voies aériennes, le respirateur mécanique, les sacs souples de ventilation manuelle et les masques, les dérivations ventriculaires externes et les appareils de succion. Je préfère ce document à d'autres parce que il est si explicite et ce qui est nécessaire pour une unité de soins intensifs, mais c'est également concis. Et je pense que pour certains de nos élèves, de nos étudiants qui n'ont pas accès à un ICU, le besoin d'établir un endroit pour s'occuper des patients très gravement malades, c'est plus accessible. Donc, pour les étudiants qui veulent augmenter les ressources pour s'occuper des personnes très malades, ce document est très utile, 14 pages uniquement, à l'opposé d'autres documents qui décrivent les standards minimums, qui sont beaucoup plus volumineux. Et je pense que ça parle très bien de la configuration, de l'espace physique, de tout l'équipement nécessaire, et la surveillance requise et la dotation personnelle nécessaire pour les soins intensifs. Donc, j'aime beaucoup ce document. Autre chose que nous pouvons discuter, c'est notre collègue Vanessa Moll qui travaille en Suisse, en Allemagne. Malheureusement, elle ne peut pas venir nous rejoindre, mais j'aimerais montrer au public que nous avons un autre exemple de directive des soins intensifs et ça parle de l'organisation structurelle et organisationnelle. Tous ces 3 documents sont disponibles dans le centre de ressources. Si vous cliquez là, vous avez les cas d'études et si vous pouvez cliquer sur, je vais essayer de l'ouvrir, sur la graphe ici, vous avez plusieurs documents qui peuvent être téléchargés. Donc, vous pouvez voir cette session offline et télécharger ces documents. Ils sont tous disponibles pour vous, pour que vous puissiez les consulter, même après cette session. Donc, nous allons continuer. Je vais présenter le prochain point d'action de change, ce qui est d'identifier les unités et le fournisseur de soins de santé. Monsieur T a malgré donc sa saturation d'oxygène a baissé à 89% malgré le masque à oxygène de 10 litres par minute et le masque de non-réinspiration. Maintenant, sa respiration est devenue plus laborieuse et son fréquence respiratoire augmente à 32. Il ne parle que 2 à 3 mots à la fois. Donc, vous pouvez donc dire, est-ce qu'il faut le mettre dans un UCI ou dans une unité de soins intensifs ou bien dans un niveau de soins supérieur? Vous pouvez répondre. Docteur Mim, dans votre institution, est-ce que vous recevriez ce patient dans votre ICU, Docteur Mim? Dans notre hôpital, ce changement dans l'état du patient exigerait une surveillance accrue et cela influencerait également avec quelle rapidité ce changement s'est produit. Et cela nous indiquerait l'urgence à l'admettre dans un ICU. Docteur Théo, dans votre établissement, est-ce que votre patient serait admis dans une ICU?
comme vous pouvez voir, le médecin a déjà 10 litres d'oxygène et sa saturation d'oxygène est 89%. Donc, il peut détériorer, sa situation peut se détériorer très rapidement. Donc, il peut entrer en arrêt cardiaque. Donc, il faut aller dans une unité qui le surveille de plus près et lui fournir l'oxygène d'une autre manière. Très bien. Avec ces deux réponses, on revient à la définition de l'ICU et des éléments clés pour donner des soins critiques. Une chose qu'on a discuté pendant la dernière session, c'est que les soins critiques, c'est vraiment dépend c'est le moment qu'on le donnait très important. Mais ce qui est clé, c'est de reconnaître que le patient est malade, que il a une grande propensité pour la décompensation et s'aggraver. Donc, quand ils deviennent malades, ils vont à un niveau supérieur de surveillance. C'est l'une des parties les plus importantes pour donner des craintes critiques à l'intérieur d'une ICU ou en dehors d'une ICU. Donc, on va lancer un autre sondage sur la dotation personnelle dans l'ICU. Quels sont le personnel essentiel dans un ICU, les thérapeutes, les physiothérapeutes, thérapeutes, donc les infirmières spécialisées dans les ICU, médecins spécialisés pour les ICU, thérapeutes respiratoires, techniciens, physiothérapeutes, pharmaciens, le personnel de nettoyage, de gardiennage ou tout ce qui précède. C'est fantastique. On va arrêter ici à 1 minute et presque tout le monde a dit tout ce qui précède. Et pour moi, c'est la bonne réponse. Donc, Dr. Hennessy a discuté auparavant avec les standards minimaux des ICU, les différents types de personnel qui devraient être disponibles pour la fourniture de soins critiques. Et dans l'ICU, c'est un effort d'équipe, on travaille en équipe. Mais, Dr. Hennessy, est-ce que vous pourrez nous donner votre opinion sur le pourquoi pour que le personnel de nettoyage et d'entretien est important et pourquoi est-ce que les pharmaciens et les infirmières formés pour l'ICU. Oui, je crois que c'est l'une des choses de l'ICU qui améliore les soins patients. Cela vous permet d'avoir une collaboration interprofessionnelle pour fournir les meilleurs soins pour le patient. Par exemple, les pharmaciens peuvent aider à trouver des thérapies antibiotiques, s'assurer qu'il n'y a pas d'interaction médicament et s'assurer et que le bon dosage est utilisé dans l'ICU et le personnel d'entretien est très important pour le contrôle de la prévention des infections. C'est lorsque vous avez peu de chambres et que vous devez libérer les chambres rapidement pour donner la place aux malades, gravement malades. Il faut s'assurer que cela soit fait bien pour que vos patients soient en sécurité. Donc, certains des gens qui apprennent de nos étudiants dans des endroits vraiment moins de ressources n'ont pas de physiothérapeute ou de technicien respiratoire. Ce n'est pas commun à travers le globe. Donc, est-ce que vous pouvez décrire ce qu'un thérapeute respiratoire, comment ils peuvent aider les patients ICU? Donc, les thérapeutes respiratoires fournissent des soins spécifiquement pour améliorer l'oxygénation et la ventilation et ce qu'on appelle améliorer les sécrétions
et la capacité à respirer. Ce qu'ils font, c'est qu'ils aident avec l'appareil d'oxygénation. Ils améliorent l'oxygénation grâce à différents appareils. Ils aident avec la respiration mécanique, la ventilation, la respiration mécanique. Et ils mobilisent les patients lorsqu'ils sont sur des appareils pour commencer à se déconnecter. Donc, c'est le soutien pour la respiration et la respiration mécanique. L'université de Tanteo, est-ce que vous avez des thérapeutes respiratoires à Boutaré? Et sinon, qui a ce poste, ces fonctions? Nous n'avons pas de thérapeute respiratoire, mais nous avons des physiothérapeutes dans les hôpitaux. 2 fois par jour, ils viennent dans l'ICU et le reste du travail est fait par les infirmières. Merci. Donc, j'ai une autre question pour le public. Parmi les fournisseurs ci-dessus, lesquels pourraient améliorer les soins pour le patienté? Donc, dans cet exemple de M. T qui a maintenant 10 litres d'oxygène, Dr Nicolas, Dr Tony, quel personnel pourrait aider M. T? Je pense que si vous avez des thérapeutes respiratoires, cela peut préparer pour une intubation et la respiration mécanique. Et si les médecins qui sont formés pour l'ICU, pour les soins intensifs, ils peuvent mieux s'orienter pour les soins de respiration mécanique. Donc, ces services devraient être prêts, l'équipement et les médecins formés pour les soins intensifs devraient être prêts. Qu'est-ce que vous diriez à votre thérapeute respiratoire? Qu'est-ce qu'il devrait préparer pour l'arrivée de M. T? Sac de ventilation pour l'intubation. On a besoin de l'appareil de respiration mécanique également. Et tous les paramètres doivent être calculés. Et toutes les infirmières et le staff doivent nous aider avec le médicament nécessaire avant et après l'intubation, parce qu'il en aura sûrement besoin avec ces paramètres médicaux. On a besoin de tout le monde. Hein, vous et Dr Tony ont souligné quelques points importants. Si un patient se détériore jusqu'au point où il a besoin d'être intubé et a besoin de la respiration mécanique, il y a beaucoup d'équipements, médicaments et de choses procédurales qui doivent être nécessaires. Donc, les infirmières, thérapeutes respiratoires, tous devraient travailler pour se préparer. Une personne ne peut pas faire seule. Donc, c'est un effort d'équipe. Docteur Lorenzo, est-ce qu'il y a d'autres appareils de thérapie d'oxygène ou bien est-ce qu'ils devraient être intubés directement et passer à la respiration mécanique? C'est une bonne question. Il pourrait y avoir d'autres méthodes de livraison d'oxygène qu'on peut utiliser avant de placer le patient sous respiration mécanique. Peut-être la livraison de haut débit d'oxygène, 6 à 18 litres par minute, c'est le maximum qu'on peut donner. Donc, c'est l'oxygène qui peut aller jusqu'à... Donc, il faut humidifier l'oxygène parce que c'est un haut débit. Donc, c'est une méthode. On peut également fournir un soutien non invasif, peut-être pas forcément indiqué dans ce cas-ci, mais c'est comme ça qu'on peut donner un soutien respiratoire sans le mettre sous respiration mécanique. Donc, ça donne beaucoup de pression. C'est ce qu'on appelle CPAP, ou si on fait la distinction entre inspiratoire et expiratoire, c'est ce qu'on appelle BiPAP. Donc, il y a 3 autres méthodes qui peuvent soutenir la défaillance respiratoire avant de passer à la respiration mécanique.
dans la session on a parlé dans la session précédente, on a parlé de la canule au masque de non-respiration. Dans la session à venir, on va discuter les canules et la respiration non invasive, pas disponible partout dans tous les établissements, mais vous pouvez ajouter une canule et un masque de non-respiration ensemble, et cela peut aider le patient également. Donc, on peut discuter cela pendant la prochaine session. Et pour cette session, on va continuer à parler des considérations ICU de base. Donc, on a un autre point de changement de pratique, c'est le type de PAC. Donc, on a une nouvelle donnée. Donc, monsieur, il est placé, monsieur T est dans une pièce à pression négative. Il continue la thérapie avec un masque. Donc, il commence, le flux de l'oxygène est passé à 15 litres. Donc, c'est une escalation. Et avec le masque de non-respiration, on peut utiliser jusqu'à 10 à 15 litres par minute. Donc, ce médecin a décidé d'augmenter le flux et de voir si cela aiderait. Donc, quel moniteur devrait être placé sur ce patient? Donc, marquez dans le chat quel moniteur devrait être placé sur ce patient. Oxymétrie de pouls, très bien, le capteur d'oxymétrie. Température de saturation oxygène, tension artérielle, surveillance des signes vitaux. Donc, tout le monde se rend compte que les signes vitaux qui doivent être surveillés pour les patients gravement malades. Docteur Mime, est-ce que vous voulez souligner ce que vous considérez comme les signes vitaux pour un patient ICU? Donc, monsieur T est transféré des urgences aux ICU après évaluation par le médecin. Il est placé dans une pièce en isolation. Donc, il faudrait un électrocardiogramme pour les arythmies, la tension artérielle et la surveillance de saturation d'oxygène avec oxymétrie, avec un patient qui a des déficiences respiratoires. On vérifie les signes vitaux dans un département normal. Quelle est la différence entre sur la surveillance dans le département des urgences et aux soins intensifs? C'est la fréquence, premièrement. La fréquence d'évaluation de patients. Et parfois, certains moniteurs ne sont pas appliqués dans le département des urgences. Peut-être qu'il n'y aura pas forcément de moniteur d'électrocardiogramme. Très bien. Et quel est le meilleur moniteur dans l'ICU selon vous? C'est la personne. Exactement. Donc, c'est l'infirmière au chevet ou le médecin au chevet qui observe le patient. Cela vous donne le plus d'informations, n'est-ce pas? Mais cela vient avec l'expérience de reconnaître que si le patient est malade ou pas. Dans tous les contextes, ce n'est pas tout le monde qui reconnaît les patients malades. Donc, merci. Prochaine question. Parmi ce qui suit n'est pas une exigence de surveillance de patients qu'on trouve dans la plupart des ICU. L'électrocardiogramme, oxymétrie de pouls, pression artérielle, Doppler transcrânien, fréquence respiratoire, aucun de ce qui précède. Qu'est-ce qu'on ne trouve pas dans tous les ICU?
Dr. Suarez, je vais vous demander de discuter les questions, les réponses, si vous voulez bien. Donc, on peut voir qu'il y a, c'est sûr que le Doppler transcrânien n'est pas une exigence dans les ICU. Ou un radiologiste qui pourrait le faire n'est pas forcément là, mais ou un radiologiste pourrait le faire. Donc, certains n'ont pas de surveillance artérielle, ou certains n'ont pas de oxymétrie de pouls, donc cela dit. Donc, si on va un peu, on avance un peu, on peut lancer la discussion avec le docteur Théo sur les restrictions, sur la surveillance des gaz dans le sang. Quelles sont vos expériences? Si vous devez prendre un échantillon, l'analyser, comment est-ce que cela se passe au Rwanda? Merci beaucoup. L'analyse des gaz artériels sont importants pour les patients ICU, mais dans notre contexte, ce gaz artériel n'est pas toujours disponible dans beaucoup de contextes dans notre pays et dans d'autres pays à faible revenu également. La difficulté pour avoir cette analyse des gaz sanguins, le coût de l'équipement et du réagent. Comme vous le savez, tous les prix pour les soins de santé, les dépenses dans nos pays sont payés par le patient. La plupart au Rwanda, ils ont une assurance médicale, mais le coût de l'analyse des gaz du sanguin sont très élevés. L'assurance médicale, après l'analyse, pour les patients sceptiques avec les blessures traumatiques au cerveau, cela peut prendre plusieurs jours. Donc, le coût peuvent être trop importants pour beaucoup de patients. Deuxième chose, l'échantillonnage pour les gaz artériels devrait être fait plusieurs fois par jour et on doit mettre un cathéter artériel. Il n'y a pas beaucoup de personnel qui est formé pour introduire un cathéter artériel. Mais ces cathéters ne sont également pas disponibles, même si on peut utiliser les cathéters intra-IV périphériques, mais les facteurs de limitation pour les IBG, c'est en général le coût. Il y a des points des machines IBG au point de soins, mais le coût d'une cartouche est trop important pour beaucoup de patients. C'est pour ça que souvent, on utilise l'oxymétrie de pouls. Intéressant donc. Donc, dans cet esprit, est-ce que vous pouvez parler l'utilisation de l'oxymétrie de pouls pour la modification de la défaillance respiratoire? Lorsque nous avons décidé de fournir cette définition de la définition modifiée de la défaillance respiratoire, c'est parce que nous n'avions pas l'IBG disponible pour chaque patient. Et chacun n'a pas de rayon X de la poitrine au chevet, mais ABG. Pour l'ABG, il y avait différentes études, surtout une étude publiée sur la poitrine en 2007 qui montrait une corrélation entre l'SPO2
et la saturation oxygène dans le sang artériel. Donc, on a pris cette formule de cette application et nous l'avons ajustée à nos établissements ici à Kigali pour essayer de trouver les modifications de ce qui pourrait être le taux SpO2, FiO2. Donné par SpO2 sur FiO2 et 300 devrait être une quantité seuil pour ce taux-là. Ça fait une partie des définitions, donc on devrait peut-être discuter en détail pour à la prochaine session. Merci, Dr Théo, de mentionner cela. Nous aurons une autre session sur la défaillance respiratoire RDS et on va parler de la SRAS et on va parler de la définition Berlin du SRAS. Donc, il y a beaucoup d'endroits qui n'ont pas accès au gaz sanguin. Ils peuvent utiliser l'oxymétrie pool pour estimer ce taux et définir la SRAS. Donc, Nicolas, avant de passer à la prochaine question, je vais demander au docteur Théo pour cette question, ces exigences de surveillance de patients, quel moniteur devrait être dans l'ICU si vous êtes, parce que vous travaillez dans un pays à revenu intermédiaire ou inférieur, quels sont les moniteurs que vous placez sur vos malades, vos patients gravement malades? Et je pense que le docteur Théo n'arrive pas à un problème de connexion. Docteur Théo, quels sont les moniteurs obligatoires pour vos patients ICU au Rwanda? Merci pour nous. Basé sur ce qui a été présenté, nous avons l'électrocardiogramme qui peut analyser le segment ST, l'arythmie. On a l'oxymétrie de pouls et cela devrait suffire pour un niveau ICU de niveau 1. Bien sûr, la dotation personnelle. Merci. Nous avons eu des problèmes de son avec le docteur Théo. Donc, c'était une discussion très importante et beaucoup d'informations. Merci, docteur Théo. Je vais demander au docteur Fred comment est-ce que les moniteurs au chevet déterminent le taux cardiaque. Il y a des machines d'échocardiogrammes qui ont une capacité additionnelle pour surveiller les changements dans les leads EKG. Donc, quand il fait ça, il capte également les pins électriques dans la poitrine entre les leads quand il change avec la respiration. Donc, quelqu'un qui respire, qui inspire, la poitrine augmente et la lead se sépare un peu. Donc, cette séparation augmente et l'effort respiratoire peut être compté très précisément. Je dirais que le taux respiratoire, la fréquence respiratoire, c'est une variable très imprécise si c'est fait par quelqu'un qui observe quelqu'un qui respire. Donc, dans l'ICU, c'est plus important, puisque les patients sont plus malades, de mesurer la fréquence respiratoire de près dans ce type de patient. Cela peut vous donner une indication de notre problème. À part l'hypoxémie, cela peut suggérer également qu'il ne réussit pas à faire le travail de la respiration et il fait de la rétention CO2 et il faudra donc l'intuber. Cela ne nous donne pas beaucoup on n'a pas un indice de cela si c'est seulement l'observation visuelle. Merci. C'est
un très bon argument, Dr. Ming, que le travail de respiratoire, il faut continuer à le surveiller et c'est un meilleur niveau de surveillance plutôt que d'observer visuellement le patient, même si les chiffres sont bien, mais s'ils travaillent très dur pour arriver à ces chiffres, ils ont besoin de l'aide de notre part. Donc, avant de passer aux autres types de moniteurs nécessaires dans le ICU, j'aimerais donner une mise à jour du cas. Maintenant, son rythme, sa fréquence cardiaque est à 102, sa tension artérielle est à 117 sur 52 et sa fréquence respiratoire est à 32, sa température à 37,5, mais son SPO2 s'est amélioré à 91%. J'aimerais demander à tout le monde maintenant, outre les moniteurs patients pour tous ces signes vitaux, et oxymétrie de pouls, etc. Quels autres moniteurs sont nécessaires à part est-ce qu'il y a d'autres moniteurs ou alarmes que nous devons mettre dans les ICU? On va laisser au public de répondre dans le chat et on va demander aux panélistes de parler de différents moniteurs, indicateurs à surveiller dans l'ICU. Capnographie et ABG. Quels autres indicateurs ou moniteurs que nous utilisons? ABG, c'est le gaz artériel dans le sang, sucre dans le sang. Tout cela est lié au patient. Mais est-ce qu'il y a d'autres moniteurs dans l'ICU à part ce que nous utilisons pour le patient? Donc, nous allons continuer. Peut-être que je n'ai pas bien formulé la question, mais je pense qu'on doit reconnaître que nous avons beaucoup d'équipements dans l'UCU et cet équipement a des alertes et des systèmes de surveillance. Donc, pour les panélistes, quelles autres alarmes et moniteurs est-ce que nous voyons dans l'ICU? Peut-être le Dr. Hennessy ou Dr. Lorenzo, est-ce qu'ils pouvaient parler des alarmes et des moniteurs? Oui. Lorsqu'un patient est sous respiration mécanique, il y a l'appareil a des alarmes si la pression est très élevée ou si le patient respire trop peu de volume ou la ventilation est trop élevée. Le respirateur donne des volumes, des indications de volume si c'est trop élevé ou trop faible. Et les patients en dialyse, la machine peut donner des alarmes telles que la pression nécessaire pour tirer le sang est trop élevée. C'est notre moniteur qu'on peut avoir de la machine de dialyse et on met un masque comme un CPAP ou un BiPAP. Cela peut nous donner un feedback si le patient a assez de tidal volume ou s'il y a une fuite. Donc, c'est 3 machines qui nous donnent des indications importantes. Donc, tidal volume, c'est volume courant. Donc, je vois des choses formidables dans le chat. Donc, l'alarme d'apnée, lorsque le patient s'arrête de respirer, les moniteurs sur les pompes d'infusion vont alerter les infirmières que les pompes sont terminées ou bien s'il y a une obstruction, un étranglement, donc une autre alarme. Elles seront sonores. Donc, si votre infirmière ou le médecin ne regarde pas l'écran, ils seront alertés et l'un pour être pour l'oxymétrie. Donc, vous pouvez entendre l'oxygénation ou le changement dans le rythme cardiaque et les alarmes pour les limites supérieures et inférieures, pour la tension artérielle et la fréquence respiratoire. On a parlé de la modulation lorsqu'on a la série d'oxygène et utiliser l'oxymétrie, donc c'est quelque chose que nous utilisons beaucoup. Ça nous donne une idée.
des lectures d'oxymétrie. Dr Mime aime utiliser la modulation de pouls. Vous pouvez entendre ce qui se passe au lieu de regarder l'écran. Est-ce que vous avez d'autres idées sur les différents moniteurs dans l'unité de soins intensifs? Non, je voulais juste parler de l'oxymétrie de pouls. C'est une alarme différente que les autres alarmes. Ils arrivent à un seuil et ils font du bruit. Donc, c'est l'oxymétrie, c'est le seul moniteur qui a cette modulation de ton, qui vous donne, qui vous fait entendre les degrés de modulation, des changements modulaires qu'on peut entendre seulement en écoutant. Et plusieurs choses que j'aimerais souligner également. Lorsque vous travaillez dans un contexte de ressources, qui a plus de ressources, vous avez des larmes et des moniteurs de l'équipement. Si vous avez l'oxygène en pipeline, vous allez une alarme qui va vous dire qu'il y a un problème avec l'oxygène, le système de l'oxygène. Si vous avez des lits des chambres avec pression négative, des chambres d'isolation, si la pression négative n'est pas maintenue, vous aurez une alarme intégrée dans le système de la chambre. Donc, il y a d'autres types d'alarmes. Et comme a dit le docteur Mime, astucieusement, l'infirmière au chevet est vraiment un moniteur très important parce qu'elle est tout le temps au chevet du patient dans l'ICU. Le docteur NSA parlait du taux de 1 à 1 ou 1 à 2. Je vais vous donner une réponse à la prochaine question, désolé. Donc, pour le public, quel est le taux maximum patient pour infirmière pour les patients gravement malades? Je viens de vous donner la réponse. Donc, 1 pour 2, 1 pour 3, 1 pour 5 ou 1 pour 4? Donc, nous avons des résultats mixtes, mais vous voyez que lorsque vous avez des patients critiques, l'infirmière doit être disponible. Donc, si on clique sur cette question, il y a des ressources disponibles. Donc, pour le niveau 3, ICU de niveau 3, le taux ne devrait pas être supérieur à 1 à 2. Lorsque vous avez des niveaux inférieurs, vous pouvez avoir davantage de patients par infirmière, mais ça devrait être, pour les malades gravement malades, ça devrait être 1 à 1 ou 1 à 2. Et dans notre expérience, pour l'ICU dans lequel je travaille, c'est souvent 1 pour 2, mais pour les patients très malades, sous respiration mécanique avec différentes infusions, on va faire 1 à 1, une infirmière. Elles sont tellement occupées à s'occuper de ce patient très malade. Donc, cela montre la valeur des ressources humaines et d'avoir des infirmières très bien formées. Donc, Nicolas, vous voulez commencer au prochain point d'action de changement de pratique? L'équipement spécialisé nécessaire dans l'ICU. Pour cela, nous avons une question qui sera parmi l'équipement spécialisé est probablement le moins nécessaire respiration manuelle, dérivation ventriculaire externe ou appareil de succion.
Donc, on peut voir que une dérivation ventriculaire externe serait probablement le moins nécessaire pour les soins de M. T. M. T est un patient respiratoire. Donc, la bonne réponse est la 4. On aura certainement besoin d'équipements pour les voies aériennes et respiratoires. Un respirateur mécanique et nous avons besoin du masque et du sac souple de respiration manuelle. Parce qu'on devra le préparer pour l'intubation et l'appareil de succion pour la sécrétion du patient une fois ou avant l'intubation. Donc, la réponse, c'est la 4. Et j'aimerais inviter Dr Min et Dr Lorenzo et Dr Théo, Dr Gaston à donner leur perspective sur quelques équipements spécialisés et utiles pour le soin de patients en ICU. D'autres, quoi avons-nous besoin ou les patients ont besoin pour leurs soins en ICU? Je pense que l'équipement avec les voies aériennes, le sac, la machine de succion, c'est vraiment nécessaire. Mais dans ce cas particulier, je ne pense pas d'autres équipements. Peut-être qu'on peut surveiller l'excrétion d'urine, la production d'urine, mais je ne vois pas le besoin d'avoir un équipement de refroidissement. Donc, il n'y a rien d'autre, je pense, dans ce cas particulier. Je pense qu'on inclut déjà les moniteurs normaux qu'on utilise pour ce patient, l'électrocardiogramme, pression artérielle, oxymétrie de pouls. Je ne crois pas qu'on a besoin davantage que cela. L'équipement de succion, peut-être très important. La capacité d'aider à éliminer les sécrétions, peut-être un facteur important pour savoir même s'il survit. Donc, il y a donc l'appareil de succion peut être très important. Oui, c'est l'équipement listé. Ce sont l'équipement qu'on utilisera en premier pour un patient en défaillance respiratoire comme M. T. La capacité d'induire la pression du cathéter, ce serait peut-être également important. M. T doit être intubé pendant longtemps. Peut-être qu'il faudrait d'avoir de l'équipement pour le lever, pour le mobiliser, et lit spécialisé pour qu'il s'asseye, la thérapie physique au moment de la convalescence de la défaillance respiratoire. Cela pourrait être utile également. Très bien, donc on va passer, on est un peu en retard, donc on va avancer un peu plus vite. Donc ensuite, on va parler des indications pour l'admission en ICU d'un soin intensif. J'aimerais noter que l'admission en ICU varie en fonction de pays, contexte. Différentes communautés ont différentes grandes tendances de maladies et de risques. Il y a beaucoup de différentes raisons pour lesquelles les patients sont admis aux soins intensifs. Aux États-Unis, pour les patients adultes, le diagnostic pour les adultes, c'est la défaillance respiratoire avec arrêt cardiaque, hémorragie intracrânienne ou hémorragie et procédure, septicémie ou sepsis. Il y a également une admission pour l'empoisonnement et l'effet toxique de drogue, œdème pulmonaire, défaillance cardiaque, choc pour les patients pédiatriques, au ICU pédiatrique, exacerbation de maladies avec des problèmes chroniques, maladies respiratoires
autres maladies cardiaques, troubles neurologiques, etc. Donc, je me demande, les indications pour l'admission dans les ICU varient en fonction des communautés, des facteurs communautaires. Docteur Nicolas, est-ce qu'il peut nous parler de ce qui est plus commun dans son ICU et Docteur Hennessy peut nous dire qu'est-ce qui est plus commun dans son ICU et Docteur Théo peut ensuite nous donner des idées. Ce sont trois différents contextes, l'un est en Californie, l'autre en Mexique et l'autre au Rwanda. J'ai peur que pour maintenant, ce sera tout COVID, 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 mais en dehors de COVID, quelles sont les indications communes pour l'ICU, l'admission ICU? Nous allons commencer avec par le docteur Nicolas, si vous voulez bien. Docteur Hennessy, est-ce que vous pouvez parler de ce que vous voyez dans votre unité ICU? Je travaille dans différentes ICU à Stanford et un à MedSurg et l'autre à Stanford. Et maintenant, nous avons un grand pourcentage de patients pour les défaillances respiratoires se rapportant à COVID-19, mais lorsque nous ne sommes pas en milieu d'une pandémie et dans nos unités médicales, nous voyons un grand nombre de patients admis pour défaillance respiratoire, défaillance cardiaque et nous occupons des patients qui ont eu des accidents cardiovasculaires et des hémorragies intracrâniennes et les chirurgies cardiaques, procédures de cardiologie et nous pouvons offrir également un support ECMO pour l'oxygénation. Donc, on a une grande diversité de population de patients, mais la défaillance respiratoire est très haut dans notre liste, dans nos ICU médicaux. Et Dr Théo, quels sont vos diagnostics les plus communs pour l'admission aux ICU au Rwanda? Un tiers environ des admissions sont de sepsis et surtout, ils viennent. On voit également beaucoup de traumatismes, des chocs au cerveau, des défaillances respiratoires dues à la pneumonie et certains cas saisonniers d'asthme aigu, mais en général, l'admission obstétrique environ 10%, et parmi elles, nous avons des cas de septique. Après la césarienne, PPH, prééclampsie, des cas de cardiomyopathie. Mais de nos jours, on voit souvent des cas de maladies cardiovasculaires, l'hypertension compliquée avec des accidents cardiovasculaires et ischémiques. Et cela dépend s'il y a la dialyse, on voit des cas, des blessures aiguës au rein, de la sepsis et phase finale de la maladie rénale pour hypotension non traitée. Donc, ce sont des populations complètement différentes. Même aux États-Unis, je travaille dans différentes ICU que le Dr Hennessy et Mime et de Lorenzo. Je travaille de l'autre côté de la baie et je travaille dans un hôpital public et notre diagnostic maintenant c'est COVID. En dehors de COVID, nous on voit beaucoup de populations sans domicile fixe. On voit beaucoup d'overdoses liées à la consommation abusive d'acidosis et des problèmes en phase finale, beaucoup de défaillances cardiaques, rénales, hépatiques, et nous voyons beaucoup de traumatismes dans nos ICU.
les indications pour l'ICU peuvent être plusieurs, mais c'est la surveillance intensive et le soutien aux défaillances d'organes. C'est vraiment ce que fait l'ICU. Ensuite, nous allons passer aux complications courantes dans l'ICU. Donc, même si c'est très important de développer une capacité pour s'occuper des patients gravement malades, beaucoup de ce que nous faisons ne vient pas avec des complications. Il y a des complications courantes dans les ICU. Le prochain point de changement de pratique, c'est d'empêcher les complications, mais j'aimerais le mettre dans le contexte de M. T, qui est notre cas d'étude. Il commence à l'air fatigué, il est moins éveillé, il a un statut mental altéré, il a une respiration laboureuse, il a une couleur cyan, un peu bleutée, et il demande de l'aide pour respirer. Donc, vous pouvez intervenir et l'aider. Donc, sa tension, sa fréquence cardiaque est de 102, sa tension artérielle est 97 et sa respiration, fréquence respiratoire est de 37, température 37,5 et SPO2 est 87%. Donc, sa saturation oxygène est 87%. Donc, quelle mesure devrait être prise pour s'occuper de M. T? Qu'est-ce que vous allez faire pour M. T, M. le docteur Lorenzo? C'est clair que M. T a des difficultés à respirer, sa fréquence respiratoire est supérieure. Donc, maintenant, je suis prête à le soutenir pour lui donner un soutien mécanique, le mettre sous respiration mécanique et faire des diagnostics pour voir pourquoi il a telles difficultés à respirer, la capacité de faire des rayons X de ses poumons parce qu'il y a des interventions rapides qui peuvent être appliquées si sa détresse respiratoire est trop importante, pneumothorax ou pour les poumons. Mais c'est clair qu'il a besoin de soutien. Il le demande. Sa fréquence respiratoire n'est pas soutenable. Donc, je suis prête à l'aider mécaniquement en le mettant sur un respirateur mécanique. C'est important ce que vous dites. Donc, son soin est très important et d'intervenir rapidement. Et je pense que, surtout dans les endroits qui ne sont pas habitués à s'occuper des patients gravement malades, une des choses qu'on doit souligner, c'est qu'il faut au niveau, transférer un endroit où il peut avoir le plus haut niveau de surveillance et de soins et doit être évalué par un médecin ou une infirmière formée dans les soins intensifs ou sinon, le fournisseur le plus spécialisé devrait venir pour évaluer M. T. Donc, nous allons passer à la prochaine mise à jour. Il est dans un... pendant que l'équipe de l'ICU essaie de mettre M. T en thérapie oxygène, sur canule nasale de haut débit, il perd conscience après intubation, il est placé sous respirateur mécanique et ensuite l'équipe décide de mettre un cathéter urinaire et un cathéter central dans la carotide interne pour surveiller la pression interne. Quelles sont les complications qui surviennent souvent dans les soins ICU? Vous pouvez donc voir ici avec ce petit graphique qui peut vous aider. Docteur Théo, est-ce que je peux vous demander les complications que vous voyez ici, lesquelles avez-vous vu dans votre ICU? œdème, pour la pneumonie. Donc, on voit le VAP, infection avec une résistance aux médicaments, beaucoup de DVT, parce que les patients restent au lit très longtemps.
La malnutrition, certainement. Nous n'avons pas de nourriture déjà préparée industriellement pour les patients ICU. C'est une grande difficulté. Faiblesse des muscles et des dysfonctionnements rénaux et beaucoup. On peut parfois avoir des erreurs médicales parce que tout le personnel n'est pas forcément très bien formé. C'est très bien un bon argument, l'importance de la formation en ICU pour les infirmières et les médecins est important parce qu'il y a beaucoup de procédures compliquées et de médicaments et de surveillance, de moniteurs et d'équipements. Donc, et c'est pourquoi la formation est si importante et nous avons travaillé pour augmenter la formation au Rwanda, mais il faut souligner que cette éducation est importante pour ces raisons. Autre chose dans le chat, ce sont les escarres. Les patients, si on ne les tourne pas régulièrement, ils peuvent développer des ulcères de pression, des escarres. Et c'est une complication très commune, très courante. On va continuer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On va parler des paquets de soins. Comment empêcher ces complications parce qu'il y a tellement de complications qui peuvent se produire dans les ICU. Donc, le prochain point, c'est de passer en revue ces paquets de soins et ces mesures de soins. Et si on travaille dans un endroit qui les a pas déjà en place, comment les mettre en œuvre pour empêcher ces complications? Donc, selon l'Institut d'amélioration de soins, la mesure de soins, c'est une manière d'améliorer les soins pour les résultats, les pronostics patients. Et c'est des pratiques entre 3 et 5 éprouvées par les faits et l'expérience qui ont montré qui améliorent les pronostics des patients. Donc, c'est ça, les mesures de soins. Ensuite, nous avons des exemples spécifiques de mesures. Une, c'est les infections de la circulation associées aux cathéters centraux. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ceci, s'il vous plaît? Oui. On est devenu plus intelligent avec le temps sur comment le faire correctement. Et certains c'est du bon sens. Quand on regarde ce diagramme pour nous rappeler quelles sont les choses de bon sens à faire et le faire le plus vite possible. Il faut nettoyer les mains, désinfecter les mains, même avant de mettre le gant, la blouse et mettre un chapeau et un masque. Faire attention au moment de l'endroit de la procédure est séparé des autres parties de la peau qui n'a pas été préparée et bien nettoyé avec de bons désinfectants. On fait attention au bandage après le cathéter. Les infirmières ont une formation spécialisée sur comment mettre le bandage et une liste d'interventions à faire et avec la fréquence de changement des bandages. Tout ceci n'est pas très sophistiqué, mais il faut faire attention. Je pense que ce sont de très bons points et les masques sont importants tout le temps pour empêcher l'infection, surtout dans le contexte de COVID, n'est-ce pas? Donc, dans certains endroits, il y a différents niveaux de ressources, mais lorsque vous placez un cathéter central, le niveau de stérilité devrait être le même que pour une opération chirurgicale. Donc, c'est une bonne ressource. Vous pouvez cliquer dessus et cela va vous amener aux ressources CDC. Et dans les contextes avec beaucoup de ressources, on a des blouses et des draps jetables, mais dans les environnements à moins de ressources, ils ont des draps réutilisables et des blouses réutilisables
qui sont peut-être mieux du point de vue environnemental pour ne pas avoir tant de déchets. Mais si je ne fais pas, je n'ai pas d'erreur, Monsieur Théo, au Rwanda, vous avez des blouses faites de tissu au lieu de papier. Les deux sont disponibles, mais ceux qui sont en papier, c'est le patient qui doit être payé. Donc, pour empêcher le coût additionnel, donc on a les blouses en tissu. Ensuite, on va passer aux infections des voies urinaires associées au cathéter. Donc, c'est une complication courante qu'on trouve non seulement chez les patients ICU, mais tous les patients qui ont un cathéter qui sont en place. Des choses qu'il ne faut pas oublier de faire pour ces patients, pour empêcher les infections des voies urinaires, c'est de retirer le cathéter le plus vite possible. Si le patient n'en a plus besoin, essayer de le retirer pour les patients hommes au lieu d'utiliser le cathéter Foley. Si vous pouvez utiliser un cathéter préservatif avec un taux d'infection inférieur, on peut utiliser des techniques aseptiques et que le cathéter qui est intubé devrait être drain down jusqu'à la gravité. Donc, si vous n'avez pas de cathéter, vous n'avez pas d'infection liée aux voies urinaires. Donc, ça, c'est pour les infections de voies urinaires. Et on vient de me dire que le docteur Gaston est là. Donc, docteur Gaston, est-ce que vous pouvez nous parler du sepsis et du choc septique après la première heure de réception d'un patient qui a un choc septique? Désolée d'être en retard. 5 éléments clés. Des mesures de soins pour le choc septique, comme vous pouvez le voir. Sur le schéma, l'illustration ici, c'est 5 choses. Il faut mesurer le niveau lactate et le niveau de lactate, c'est lorsque ça augmente. Un organe ne fonctionne pas bien. Si c'est au-delà de 2 mol par litre, il y a un problème. Donc, vous avez un patient, le patient vient aux urgences et vous voyez le patient ici, souvent. Le patient se présente lorsqu'il sa situation s'aggrave, donc dans ce cas-ci, il faut mesurer le niveau de lactate et numéro 2, obtenir la culture sanguine avant de donner des antibiotiques. Il y a des patients qui arrivent les antibiotiques ont déjà été administrés, donc c'est pour ça que le médecin qui examine les patients pour obtenir la culture sanguine avant l'administration des antibiotiques. Et ensuite, numéro 3, donner des antibiotiques des broad spectrum, des cristalloïdes, à large spectre. Et ensuite, si le patient est hypotensif, après la ressuscitation, il faut garder la pression artérielle principale avec écho supérieur à 5 mm. Donc, ce sont des choses clés à considérer. Donc commencer l'administration à 30 ml par kilogramme de cristalloïdes pour hypertension ou lactate supérieur à 4
millimoles par litre. Et numéro 5, appliquer des vasopresseurs si le patient est hypotensif pendant ou après la resuscitation par liquide pour garder une moyenne de pression artérielle supérieure à 65 millilitres Hg. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose, mais voici les 5 éléments clés. Merci, Dr. Gaston. Ce sont des points très importants que vous soulevez par rapport à la disponibilité des ressources et pendant que les hôpitaux développent une capacité de soins critiques supérieure, cela montre que cela améliore l'état des patients. Il faudrait donc donner la priorité à ces choses-là. Mais si vous n'avez pas de ressources pour les 5 étapes pour donner les liquides en intraveineuse, les antibiotiques, alors devrait avoir la priorité pour les patients parce que ce sont les interventions priorisées. Et si vous avez de l'adrénaline, on peut également donner. Merci. Donc, nous allons continuer. Il y a un phénomène qu'on appelle le syndrome post-ICU. On n'a pas beaucoup de temps, donc on va juste voir cette vidéo 3 minutes sur ce que c'est et comment l'éviter. Beaucoup de gens survivent aux maladies graves. Avant, on supposait que les patients revenaient à leur état antérieur, mais il y a beaucoup de patients qui ont des difficultés importantes, comme James, Maria et Ping. Les histoires de James était un homme d'affaires. Il avait le sepsis parce qu'il avait beaucoup de pneumonie. Il avait besoin de soutien pour sa vie pendant 10 jours. Il n'arrivait pas à se concentrer et il a perdu ses idées. Maria était professeure, elle avait une grippe influenza, défaillance rénale et de poumons, elle a besoin de dialyse et ventilation mécanique. Elle était très faible, elle a dû apprendre à marcher. Ping était en 4e école lorsqu'une voiture l'a frappé après qu'il dans les unités de soins intensifs, il a réappris comment utiliser ses bras et ses pieds. Il avait du mal à se reconnecter à ses amis. Pendant 20 ans, les recherches ont montré que ce type d'histoire sont courantes. En 2010, la Société de médecine critique ou SCCM a regroupé des médecins de survivants d'ICU. Le groupe a parlé des problèmes de PICS, c'est les nouvelles difficultés pour le cerveau, le corps et le déplacement. Les enfants qui survivent avec des retards, la tristesse et des difficultés d'apprentissage. Et la famille également, Jane et ses problèmes. Donc, le mari de Jane a dû laisser tomber son travail pour s'occuper d'elle. Donc, SCCM pense que les survivants des ICU peuvent s'entraider. C'est pour ça que son initiative Thrive crée des groupes face à face pour les survivants. En 2015, 5 sites ont été lancés en 2016 et 2017. D'autres personnes sont jointes. Si vous êtes victime, venez nous rejoindre. Il y a davantage de ressources sur PICS et l'initiative peuvent être trouvées ici. Donc, je pense que PICS est bien pour qu'on reconnaisse la réalité de cela. C'est très rapide, désolé, c'est en anglais, mais tout cela est au centre de ressources et c'est disponible en espagnol également. Mais en raison de PICS, la Société des soins critiques ont lancé une initiative pour la série de mesures de libération d'ICU. Il faut reconnaître que même si on peut bien s'occuper des patients pour qu'ils survivent aux soins intensifs, il y a beaucoup de complications qui se produisent après cela. Donc, nous n'avons plus le temps, donc je voulais revenir
point important de ce qu'on a vu aujourd'hui et ce qu'on a appris. Donc, c'est l'ICU, c'est une unité spéciale qui travaille, c'est une unité d'hôpital séparée, d'auteurs personnels spécialisés, des infirmières et des médecins qui travaillent de près avec d'autres personnels spécialisés pour s'occuper des patients. Les patients ICU ont besoin de surveillance intense et de support pour les systèmes d'organes en défaillance. Et les ICU ont besoin de systèmes de surveillance patient continu et spécialisés. Les ICU ont besoin d'équipements pour soutenir la vie spécialisée. Indications pour l'admission dans l'ICU diffèrent en fonction des ressources disponibles, des facteurs risques locaux et de la santé de la communauté locale. Les patients gravement malades dans les ICU peuvent avoir des complications multiples qui les empêchent, qui doivent être empêchées et surveillées. Les mesures de soins peuvent être décroître. Les complications ICU et syndrome, le PICS, peuvent être importants, avoir des impacts importants sur les patients qui en convalescence. PICS affecte la famille des patients et les institutions devraient suivre les directives PADIS pour la libération d'ICU. Donc, merci. Et pour les gens qui décident d'augmenter la capacité pour s'occuper des patients gravement malades, le point de démarrage, c'est de voir le type de patient qu'ils voient, quel type de patient, quel type de maladie ils voient souvent. Et c'est ce qui est important, ce dont ont besoin ces patients. S'ils n'ont pas ces choses pour la surveillance, il faut commencer. Donc, de commencer avec les patients qu'on voit le plus souvent. Dr. Tony, est-ce que je sais que vous n'avez pas d'ICU actuellement et vous êtes sur le point de lancer des soins critiques à Myanmar pour les patients. Qu'est-ce que vous voyez comme comment utiliser ces informations ou commencer à augmenter la capacité des soins critiques? Si vous pouvez activer le microphone, on ne peut pas vous entendre. Merci beaucoup à tous les panélistes. J'ai appris beaucoup. J'ai une petite ICU avec 4 lits et un respirateur mécanique. Des patients qui ont besoin de soins de respiration mécanique pour les chocs septiques, etc. Mais pour le moment, nous allons étendre les services et créer une unité de ICU de 14 lits. Le plus grand problème, c'est la crise en personnel. So, training is the most important thing. I think that's a common problem, Dr. Tony, and I think this is exactly why we have launched the Learning Resource Center and partnered with Assist International and Project ECHO, is to really help with the education component for ICU providers. Dr. Teo, you have been just absolutely critical in the development of ICU care in Rwanda. And so I'm wondering if you could share some of your experiences about how critical care has evolved in a place that may not have the same level of resources as a high-income country, and maybe offer some advice to learners on how to improve their own
institutional capacity. Yeah, thank you very much. So I think Rwanda has reopened the ICU per se in almost 2001 after the genocide, because it was there before the genocide, but after the genocide, there was no staff to run the ICUs. When we reopened, I was just a general practitioner with some nurses and 2 anesthesiologists who were running the theater and at the same time the ICU. So we started with cooperation with a French team who used to come and train our nurses and as general practitioners and anesthesiologists. Then after that, we had like a 5-bed ICU with maybe 3 ventilators, and all the beds were equipped with a monitor, with the basics, the monitors. But then after that, we have created such a huge demand, and we have seen that so many patients were needing ICU, and it becomes a little bit a challenge. And fortunately, we have another cooperation with the USA universities, and from that opportunity, we developed a course for ICU nurses, and they were trained on job. We trained quite a number of them, maybe 20, and we still run the course every 2 years. I'm fortunate to have one of the nurses who has had a course, who has graduated from the critical care nursing. Now he's running the course. I pass by and then give some explanation, and I think he does quite a good job. And even people to attend the course. And I think it's a good resource for us, that kind of training, that kind of, even a single nurse who can train others can make a difference. So for the practice perspective, we have developed a kind of policies and some protocols, some guidelines, especially we have one on ICU bundles for management of sepsis, prevention of ventilation associated with quite common problem that we see in our settings, even for prevention of pressure sores. And for each of them, we have tasked one of the nurses as a champion in each point so that he can provide some key statistics on a regular basis so that they can discuss with colleagues and see what they can do. Although we are still a little bit struggling, but I think it's a good way we can hope for a better future in maybe 10 years. I think you're a shining example, Dr. Teo, you and the University of Rwanda, of the things that we talk about in this session and in other sessions. Oftentimes it seems overwhelming and not possible, but I think if you have colleagues and you work together, you can really develop these protocols, guidelines, and policies and tailor them to your own resources. So thank you for sharing your experience. And to all the learners, just know that all of the resources on the Learning Resource Center are available to you. There's lots of information that you can download and use and adapt to your institution. And then we're also happy to answer questions offline via our WhatsApp thread. And again, I just really want to say thank you to all of these amazing panelists for sharing your knowledge and your experience with learners from all over the globe. So thank you so, so much. And thank you to our partners, Assist International and Project ECHO, for making this possible. So thank you. I'll turn it back over to Alana or Monica. Thank you also, Nicholas, who was a strong co-lead with me today. Appreciate you. Thank you, Anna. Hi, everyone. Yes, just to echo, thank you to everyone who's joining into the session today. We have participation from over 130 countries around the world, so it's really wonderful to see all of you joining and participating and contributing to the discussion. As Anna mentioned, thank you to all of our panelists for sharing your time and your expertise. Thank you, Anna, for creating this course and directing this program.
And thank you to our funders, the GE Foundation and Project ECHO, for making this program possible. I've shared some links in the chat. I just wanted to reinforce that the entire module covered today and all of the resources are available on the Learning Resource Center. On this platform, you can access the recordings, slides, quizzes, case exercises, and videos. So we do encourage you to sign up and access this, which is something you can do on both your phone or a computer. And then finally, to obtain a certificate of attendance for today, we have shared some links to complete a short feedback survey in the chat. And once you fill out the survey, you'll get your certificate. And then all of the information I've just shared about the Learning Resource Center and certificates will also be circulated in an email after the session, along with the video recording of today. So thank you, everyone. And if you have any questions, please don't hesitate to reach out. Our email is on the screen there. It's echo@assistinternational.org. So thank you again for joining, and we look forward to seeing you at session 7.